J'ai cumulé 2 emplois depuis l'âge de 15 ans, je n'ai jamais demandé d'aide et j'ai acheté ma première maison à 28 ans. Une semaine plus tard, mes parents m'ont intenté un procès, ils disaient qu'elle devait revenir à ma sœur. Le verdict du juge les a fait rougir. J'ai appuyé mon front contre la vitre fraîche de mon appartement et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller à travers le centre-ville de Lyon. À 28 ans, je venais de signer l'acte de vente définitive de ma première maison. Une vraie maison avec un jardin, 3 chambres et un prêt immobilier qui m'appartenait entièrement. Les clés pesaient lourd dans ma poche, leur bord métallique s'enfonçant dans le tissu de mon jean comme un rappel constant que j'avais réellement réussi. Mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux, m'attendant à des félicitations de ma collègue, Valérie, qui suivait mes recherches immobilières depuis 6 mois. Au lieu de cela, le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai hésité avant de répondre. Nos conversations étaient devenues de plus en plus tendues au cours de l'année écoulée. Depuis que ma sœur cadette, Chloé, avait abandonné ses études supérieures pour la 3e fois. Allô, Manon. Ton père et moi devons te parler. Sa voix avait ce ton sec qu'elle utilisait pour lancer des ultimatums. Peux-tu passer à la maison demain soir? J'ai changé de position, fixant toujours l'horizon scintillant. Je suis vraiment très occupé demain. J'emménage dans ma nouvelle maison. Tu te souviens? Je t'en ai parlé le mois dernier. Un silence s'est étiré entre nous. Alors tu as vraiment fait ça? Manon, nous en avions discuté. Tu aurais dû attendre. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Nous n'avions discuté de rien du tout. Elle avait exprimé son opinion, qui était que je devrais continuer à louer et aider Chloé à payer une nouvelle tentative d'études. J'avais souri, hoché la tête et poursuivi mes propres projets exactement comme je le faisais depuis l'âge de 15 ans. J'économise pour ça depuis des années, maman. C'était le bon moment. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Elle traverse une transition difficile. Chloé traversait toujours une transition difficile. À 24 ans, elle avait changé 4 fois d'aspiration professionnelle, accumulé une dette de carte de crédit substantielle et été retournée vivre chez nos parents à 2 reprises. À chaque fois, nos parents l'avaient renflouée, avaient minimisé ses erreurs et l'avaient assuré qu'elle avait juste besoin de trouver sa passion. Pendant ce temps, j'avais cumulé 2 emplois pendant le lycée, payé mes études de technicienne supérieure en travaillant à temps plein dans un entrepôt de matériel médical. Et gravi les échelons jusqu'à un poste de coordinatrice logistique qui me payait enfin assez pour épargner de manière agressive. J'avais mangé des nouilles instantanées au dîner plus de soirs que je ne pouvais les compter. J'avais sauté les vacances, conduit une voiture plus vieille que moi et regardé mon compte épargne grossir avec une dévotion qui frisait le religieux. Maman, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard cette semaine. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. Dehors, un avion descendait vers l'aéroport Saint-Exupéry, ses lumières clignotant en motifs rythmiques. J'ai pensé à la maison qui m'attendait à l'autre bout de la ville. La maison que j'avais visitée cette fois avant de faire une offre. Elle avait une structure saine, avait dit l'inspecteur. La toiture n'avait que 5 ans. Le quartier était calme, rempli de jeunes familles et de retraités qui entretenaient vraiment leur jardin. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Chloé. J'ai entendu dire que tu as acheté une maison. Ça doit être sympa d'avoir tout cuit dans le bec. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Tout cuit dans le bec. J'avais commencé à travailler dans un fast-food à 15 ans, mentant sur ma disponibilité pour les activités scolaires parce que j'avais besoin de chaque créneau possible. À 16 ans, j'avais ajouté des quarts de travail le week-end dans un supermarché. J'avais raté le bal de fin d'année parce que je faisais un double service. J'avais manqué ma fête de remise de diplôme parce que j'économisais l'argent que j'aurais dépensé pour une robe. Chloé avait eu une voiture pour ses 16 ans. J'avais acheté la mienne à 19 ans avec l'argent que j'avais économisé pendant 2 ans. Chloé était allée dans une grande école de commerce privée avec nos parents couvrant les frais de scolarité, le logement et la pension. J'avais suivi des cours du soir tout en travaillant 40 heures par semaine, finissant mon diplôme en 3 ans au lieu de 2 parce que je ne pouvais me permettre qu'une inscription à temps partiel. Mais bien sûr, tout m'avait été servi sur un plateau. Je n'ai pas répondu à son SMS. Au lieu de cela, j'ai affiché les photos de la maison sur mon téléphone. Le salon avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi. La cuisine avait besoin d'être modernisée, mais les appareils fonctionnaient.
Le jardin avait une petite terrasse où je pourrais mettre une table et des chaises. C'était à moi. Rien qu'à moi. Le lendemain soir, j'ai transporté des cartons de mon appartement vers un camion de location. Valérie est arrivée avec du café et m'a aidé à emballer la vaisselle dans du papier journal. « Tes parents viennent t'aider ?» a-t-elle demandé en scotchant un carton marqué « placard chambre ». Je ne leur ai pas demandé. Elle m'a lancé un regard entendu, mais n'a pas insisté. Valérie avait 43 ans et avait traversé 2 divorces. Elle comprenait les complications familiales sans avoir besoin d'explications détaillées. Nous avons fini de charger le camion vers 20 heures. Mon appartement semblait étrange, dépouillé de ses meubles, juste les traces sur la moquette là où mon canapé avait été, et les trous de clous dans les murs des cadres photos. J'avais vécu ici pendant 4 ans, regardant le solde de mon compte épargne grimper pendant que d'autres personnes de mon âge faisaient des voyages en Espagne et achetaient des voitures neuves. Chaque décision financière avait été calculée, délibérée, concentrée sur un seul but. Valérie conduisait le camion tandis que je suivais dans ma voiture. La maison se trouvait dans un quartier appelé le Val des Pins, à environ 20 minutes de mon appartement actuel et 30 minutes de l'entrepôt où je travaillais. Les rues étaient bordées de vieux platanes, et la plupart des maisons avaient des aménagements paysagers adaptés au climat avec des rocailles et des plantes locales. La mienne était un pavillon de plain-pied jaune pâle avec des boiseries marron foncé, construit en 1987, mais bien entretenu par les propriétaires précédents. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. La maison sentait légèrement les bougies à la vanille que les anciens propriétaires avaient fait brûler lors de la dernière visite. Le salon s'étendait devant moi, vide et résonnant. Mes pas faisaient du bruit sur le carrelage. Il y a une bonne énergie, a annoncé Valérie, traversant l'espace avec sa tasse de café. Je te vois bien être heureuse ici. Nous avons déchargé le camion par étapes, prenant des pauses pour boire de l'eau et reposer nos dos. À minuit, tous mes cartons étaient empilés dans leurs pièces désignées, et mes meubles étaient disposés approximativement. Valérie est partie vers minuit 30, me faisant promettre de lui envoyer un SMS à mon réveil pour qu'elle sache que je n'avais pas été assassiné lors d'un cambriolage. Je me suis tenu au centre de mon nouveau salon après son départ. La maison s'installait autour de moi, craquant doucement alors que la température baissait. Je l'avais fait sans aide, sans prêt familial, sans prendre de raccourcis. J'avais travaillé, économisé et fait des sacrifices. Et maintenant je possédais un bien immobilier, un vrai bien, avec mon nom sur l'acte. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin, me tirant brusquement du sommeil sur le matelas gonflable que j'avais installé dans la chambre principale. Le nom de ma mère est apparu à nouveau sur l'écran. « Manon, nous avons besoin que tu viennes à la maison aujourd'hui. C'est important. » J'ai frotté le sommeil de mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Viens juste. Ton père et moi devons discuter de quelque chose avec toi, et apporte tes papiers d'achat de la maison. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Quel papier? L'acte de vente, les papiers du prêt, tout. Apporte tout. Elle a raccroché avant que je puisse poser plus de questions. Je suis resté allongé sur le matelas gonflable, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et du son lointain d'un chien aboyant quelque part dans le quartier. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Écully cet après-midi-là. Le lotissement où ils vivaient était l'une de ces communautés planifiées avec un syndic de copropriété strict qui réglementait les couleurs des boîtes aux lettres et les horaires d'entretien des pelouses. Leur maison était une grande villa sur 2 étages avec un garage triple et une piscine dans le jardin. Mon père avait pris une retraite anticipée de sa carrière dans la vente pharmaceutique, et ma mère gérait une boutique à temps partiel, plus pour la vie sociale que pour le revenu. La voiture de Chloé était garée dans l'allée, bien sûr. J'ai attrapé le dossier contenant mes documents immobiliers sur le siège passager et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Ma mère a ouvert avant que je puisse frapper. Entre. Nous sommes dans le salon. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, ses lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'il examinait quelque chose sur sa tablette. Chloé était affalée sur le canapé, son expression mêlant suffisance et vengeance. J'ai senti le premier frisson d'une réelle inquiétude. « Assieds-toi, Manon. » Ma mère a désigné la causeuse. « Nous devons parler de ton récent achat. » Je suis resté debout. « Ma maison? Qu'est-ce qu'elle a? » Mon père a posé sa tablette. « Ta mère et moi avons discuté de ta situation,
et nous pensons que tu as fait cet achat sans prendre en considération les besoins de la famille. Les besoins de la famille, ai-je répété lentement. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent. De l'argent que tu as gagné en vivant sous notre toit pendant 18 ans, a interjecté ma mère. Nous avons subvenu à tes besoins, t'avons donné une base. Tu nous dois de la considération. J'ai regardé Chloé, qui examinait ses ongles avec un désintérêt étudié. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. De quoi s'agit-il vraiment? Mon père s'est raclé la gorge. Ta sœur a besoin de stabilité en ce moment. Elle cherche un endroit où vivre, un endroit abordable où elle pourra se concentrer pour trouver sa voie. Nous pensons que ta maison serait parfaite pour elle. La pièce a semblé s'incliner légèrement. Vous pensez que ma maison serait parfaite pour Chloé? Tu as acheté une maison avec 3 chambres, a dit ma mère. C'est beaucoup trop d'espace pour une seule personne. Chloé pourrait vivre là-bas, te payer un loyer minime jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. C'est logique financièrement. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Un son sec qui les a fait tressaillir tous les trois. Vous voulez que je cède la maison que je viens d'acheter à Chloé après avoir cumulé 2 emplois pendant 13 ans pour économiser? Pas la céder, a dit mon père. La partager. Être une famille. J'ai travaillé dans un fast-food jusqu'à ce que mes mains sentent la graisse de friteuse en permanence, ai-je dit, ma voix montant. J'ai fait des gardes de nuit dans un entrepôt. J'ai mangé des pâtes premier prix 4 soirs par semaine. Et vous voulez que je donne ma maison à Chloé, qui n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois? Chloé a enfin levé les yeux. Tu vois, c'est exactement ton problème. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu es prête à être misérable. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. J'ai fixé ma sœur, le sac à main de créateur posé à côté d'elle sur le canapé que je savais que mes parents lui avaient acheté le mois dernier, les ongles manucurés qu'elle venait de faire dans un salon que je ne pouvais pas me permettre de fréquenter. Prête à être misérable, ai-je répété. C'est ça que tu penses du travail acharné? Tu agis comme si être responsable était une sorte de vertu, a dit Chloé en se redressant. En attendant, tu n'as pas de vie, pas d'amis à part cette femme du travail, pas de relation. Tu économises juste de l'argent et tu juges tout le monde. Les filles, ça suffit, a interjecté ma mère. Manon, nous ne te demandons pas de donner la maison à Chloé. Nous te demandons de la partager. Laisse-la vivre là-bas un moment. Aide-la à s'établir. C'est ta sœur. Je me suis tourné vers ma mère. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mes frais de scolarité, vous m'avez dit de prendre des prêts étudiants. Quand j'ai eu besoin d'une voiture, vous m'avez dit d'économiser. Mais Chloé reçoit tout sur un plateau, et je suis censé juste accepter ça. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi, a dit mon père. Tu as toujours été indépendante. Tu n'avais pas besoin d'autant de soutien. Je n'avais pas besoin de soutien. Ou vous ne vouliez tout simplement pas me le donner parce qu'il était plus facile de me laisser galérer. Le silence qui a suivi était lourd d'années de ressentiment inexprimé. J'avais toujours été la capable, celle qui se débrouillait toute seule. Chloé avait toujours été celle qui avait besoin d'aide, de conseils, de renflouement financier. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la méchante pour avoir refusé de perpétuer cette dynamique. Voici ce qui va se passer, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'elle avait utilisé tout au long de mon enfance. Tu vas laisser Chloé emménager dans ta maison. Elle te paiera 300 € par mois, ce qui est plus que juste compte tenu des circonstances familiales. Je l'ai fixé. 300 € par mois? Le prêt est de 1500 € plus les charges, l'assurance, la taxe foncière. Alors tu couvriras le reste. Considère cela comme un investissement dans l'avenir de ta sœur. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Une vie entière à ravaler la déception, à s'entendre dire que j'étais égoïste pour vouloir une reconnaissance de mes efforts, à regarder ma sœur recevoir des opportunités qui m'avaient été refusées tout en étant sermonnée sur les obligations familiales. J'ai senti tout cela se cristalliser en une certitude froide et dure. Non. Mon père a froncé les sourcils. Manon, sois raisonnable. Je suis raisonnable. La réponse est non. Chloé n'emménage pas chez moi. Pas pour 300 € par mois. Pas pour n'importe quelle somme. C'est ma maison. L'expression de ma mère s'est durcie.
tu es incroyablement égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé. S'il vous plaît, faites-en la liste. Je suis vraiment curieuse. La question a semblé la prendre au dépourvu. Elle a bafouillé un instant avant de dire, nous t'avons élevé, nourri, habillé, donné un toit. Les obligations parentales de base. Quoi d'autre? C'est ridicule, a dit Chloé en se levant. Tu sais quoi? Garde ta stupide maison. J'espère que tu seras heureuse d'y vivre seule, en étant aigrie par ta vie pathétique. Elle est sortie en trombe et j'ai entendu sa voiture démarrer dans l'allée. Quelques instants plus tard, mes parents me regardaient avec des expressions assorties de déception et de colère. Tu fais une erreur, a dit mon père doucement. La famille est censée s'entraider. La famille est censée soutenir les accomplissements de chacun, ai-je répondu, pas les démolir par jalousie et sentiment de dû. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre, montant dans ma voiture avec des mains qui tremblaient légèrement. Je suis resté assise dans leur allée un long moment, regardant le soleil se coucher derrière leur maison parfaitement entretenue avec sa pelouse parfaitement manucurée et son intérieur parfaitement aménagé qui n'avait jamais su ce que signifiait galérer. Puis j'ai conduit jusqu'à chez moi, ma maison imparfaite qui avait besoin de rénovation, durement gagnée et complètement à moi. J'ai passé la semaine suivante à déballer des cartons et à arranger les meubles. Valérie est venue 2 fois pour aider, et nous avons assemblé une bibliothèque achetée en kit tout en buvant du vin et en nous plaignant des instructions incompréhensibles. Le travail a continué comme d'habitude. Je coordonnais les expéditions, gérais les bases de données d'inventaire et résolvais des problèmes logistiques pour que les fournitures pharmaceutiques atteignent les hôpitaux de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mes parents n'ont pas appelé. Chloé non plus. Le silence ressemblait à une guerre froide, mais j'ai constaté que les critiques et les manipulations constantes ne me manquaient pas. Je me réveillais chaque matin dans ma maison, faisais du café dans ma cuisine et allais travailler depuis mon adresse. Puis, un mardi après-midi, alors que je réorganisais le quai de réception de l'entrepôt, j'ai reçu une notification par email du système judiciaire. Mon cœur a coulé avant même que je ne l'ouvre. Mes parents avaient intenté un procès contre moi. La plainte indiquait qu'ils avaient fourni un soutien financier substantiel tout au long de ma vie avec l'entente que j'aiderais les membres de la famille dans le besoin. Ils demandaient soit la propriété partielle de la maison, soit une compensation financière équivalente à 20 ans de frais d'éducation. J'ai lu le document juridique 3 fois assise dans ma voiture sur le parking de l'entrepôt. Le procès détaillait leur investissement pour m'élever, y compris des estimations détaillées pour la nourriture, les vêtements, le logement et l'éducation. Ils prétendaient que j'étais entré dans un contrat tacite en acceptant leur soutien et que je devais maintenant restitution sous la forme de partager ma propriété avec Chloé. C'était insensé. C'était aussi très réel. Avec une date d'audience fixée à 6 semaines, j'ai appelé la seule avocate que je connaissais, une femme nommée Maître Sophie Beaumont, qui venait parfois à l'entrepôt pour récupérer des fournitures pour l'équipement médical de son père. Elle a écouté mon explication, m'a demandé de lui envoyer les documents du tribunal par email et m'a rappelé 1 heure plus tard. C'est l'une des tentatives de manipulation juridique les plus créatives que j'ai vues, a-t-elle déclaré. Mais ce n'est pas sans précédent. Il y a eu des cas où des parents ont revendiqué des contrats tacites avec des enfants adultes. La plupart sont rejetés, mais pas tous. Mon estomac s'est noué. Donc il pourrait gagner. C'est peu probable, mais j'ai appris à ne jamais dire jamais au tribunal des affaires familiales. As-tu des documents sur tes revenus et ton épargne? Tout. Relevé bancaire, fiche de paie, déclaration d'impôt. J'ai tout gardé. Bien. Commence à établir une chronologie. Chaque emploi que tu as occupé, chaque euro que tu as économisé. Nous devons démontrer hors de tout doute que tu as acheté cette maison entièrement avec tes propres fonds et ton travail. J'ai passé les 2 semaines suivantes à construire mon dossier. Chaque soir après le travail, je m'asseyais à ma table de cuisine avec des dossiers étalés sur la surface documentant 13 ans d'indépendance financière. Des relevés bancaires de mon premier compte chèque ouvert quand j'avais 16 ans avec 200 € d'un mois à retourner des burgers. Des fiches de paie du supermarché où j'avais travaillé les week-ends et les étés. Des avis d'imposition montrant un emploi stable depuis que j'avais l'âge légal de déclarer. Maître Beaumont a tout passé en revue avec une précision méthodique. Elle avait la fin de la trentaine, des yeux vifs et une compréhension encore plus vive du droit de la famille. Son cabinet était dans un immeuble modeste du centre-ville, décoré de photos de ses 3 enfants et de documents judiciaires encadrés d'affaires qu'elle avait gagnées.
Ta documentation est excellente, a-t-elle dit lors de notre 3e réunion. Mais je dois te faire comprendre quelque chose. Les juges aux affaires familiales ont un large pouvoir d'appréciation. Ils peuvent prendre en compte des facteurs au-delà du strict précédent juridique. L'angle émotionnel que jouent tes parents pourrait résonner avec quelqu'un qui croit que les obligations familiales l'emportent sur la réussite individuelle. J'ai agrippé les accoudoirs de la chaise. Donc, même si j'ai gagné chaque centime, je pourrais perdre ma maison parce que je suis censé me sacrifier pour ma sœur? Pas la perdre entièrement, mais potentiellement être forcé de partager la propriété ou de fournir une compensation financière. Cela dépend de la façon dont le juge interprète les contrats familiaux tacites. Elle s'est adossée à sa chaise. Parle-moi de ta relation avec tes parents, pas seulement l'histoire récente. Tout. J'ai parlé pendant 1 heure. J'ai décrit le fait de travailler 2 emplois pendant le lycée pendant que Chloé recevait de l'argent de poche. J'ai expliqué comment mes parents avaient payé l'école de commerce de Chloé tout en me disant de prendre des prêts pour mon IUT. J'ai détaillé chaque anniversaire où Chloé recevait des cadeaux coûteux tandis que j'avais des cartes cadeaux pour des magasins pratiques. J'ai décrit le schéma de complaisance et d'attente qui avait défini la dynamique de ma famille aussi loin que je me souvienne. Maître Beaumont prenait des notes, posant parfois des questions de clarification. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Voici ce que je vois. Tes parents ont pratiqué un traitement différentiel tout au long de ton enfance et de ton adolescence. Ils ont constamment fourni plus de soutien financier à ta sœur tout en attendant de toi que tu sois autonome. Maintenant, ils tentent de réclamer rétroactivement que tu leur dois pour les dépenses parentales de base. C'est manipulateur et franchement, ça me met en colère. Mais pouvons-nous gagner? Nous pouvons présenter un dossier convaincant. Que le juge statue en ta faveur dépend de facteurs que je ne peux pas contrôler. Elle a sorti un bloc-notes. Nous avons besoin de témoignages. Quiconque peut parler de tes antécédents professionnels, de ton indépendance financière, du manque de soutien parental. Qui pouvons-nous appeler? J'ai réfléchi. Valérie, évidemment. Mon ancien directeur du supermarché, un homme nommé Denis, qui m'avait écrit une lettre de recommandation il y a des années. Un professeur de l'IUT qui m'avait aidé avec les bourses. Ma superviseure actuelle à l'entrepôt, une femme sévère nommée Judith, qui respectait néanmoins mon éthique de travail. Aussi, a poursuivi Sophie, nous devons considérer ta sœur. Témoignera-t-elle pour mes parents? Absolument. Alors nous devons être préparés à tout ce qu'elle pourrait dire. Pense au récit qu'ils vont construire. La pauvre Chloé, luttant pour trouver sa voie, tandis que l'égoïste Manon accumule les ressources. Ils vont te peindre comme la sœur privilégiée qui refuse d'aider la famille dans le besoin. J'ai ri amèrement. Privilégiée? Parce que je travaillais 80 heures par semaine? La perception compte au tribunal. Nous devons contrôler le récit. Sophie a pris d'autres notes. Je veux que tu documentes chaque cas où tes parents ont soutenu Chloé financièrement au cours des 5 dernières années. Chaque paiement de voiture, chaque carte de crédit remboursée, chaque loyer couvert. Peux-tu faire ça? Je peux essayer. Chloé poste tout sur les réseaux sociaux. Nouveau sac à main, week-end en voyage, bon dîner au restaurant. Je peux probablement reconstituer une chronologie. Fais-le. Et Manon. L'expression de Sophie s'est légèrement adoucie. Prépare-toi émotionnellement. Le tribunal des affaires familiales peut devenir moche. Ils vont dire des choses conçues pour te blesser. Tes parents témoigneront de quel enfant difficile tu étais, à quel point tu as été ingrate. Ta sœur se peindra probablement comme une victime de ton succès. Tu dois être prête pour ça. J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient quand j'ai quitté son bureau. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon salon avec mon ordinateur portable et j'ai passé en revue les comptes de réseaux sociaux de Chloé. 5 ans de publications documentant un style de vie que je n'aurais jamais pu me permettre. Des sacs à main de créateurs, des week-ends à Saint-Tropez et à Monaco, des brunchs coûteux dans des restaurants branchés, des billets de concert, de nouveaux vêtements pour chaque saison. Et intercalés entre le matérialisme, des légendes sur la lutte, sur la recherche de soi, sur la dureté de la vie quand votre famille ne vous comprend pas. La dissonance cognitive était stupéfiante. J'ai créé un tableau, date, article, coût estimé basé sur les prix de détail. Au moment où j'ai terminé, j'avais documenté environ 60 000 € de soutien parental que Chloé avait reçu sur 5 ans.
Pendant ce temps, mes parents m'avaient donné exactement 0 durant la même période. Pas pour les anniversaires, pas pour Noël, pas pour les urgences. La date du procès approchait. J'ai pris ma journée de travail, m'habillant avec la tenue la plus professionnelle que je possédais. Un pantalon noir, un blazer bleu marine et des chaussures plates simples. Maître Beaumont m'a retrouvé devant le tribunal à 8h30. Rappelle-toi, a-t-elle dit alors que nous passions les portiques de sécurité. Reste calme. Réponds aux questions directement et honnêtement. Ne les laisse pas t'entraîner dans des réponses émotionnelles. Les faits sont de ton côté. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des boiseries au mur et un éclairage fluorescent qui donnait à toute une teinte légèrement maladive. Mes parents étaient assis d'un côté avec leur avocat, un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux. Chloé était assise derrière eux, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que mon budget alimentaire mensuel. Le juge était une femme au début de la soixantaine nommée Madame le juge Mercier. Elle a examiné les documents du dossier avec une expression neutre pendant que nous attendions dans un silence tendu. Enfin, elle a levé les yeux. Ceci est une demande de compensation financière ou de droit de propriété basée sur l'investissement parental dans l'éducation de l'enfant. Les plaignants invoquent un contrat tacite. Procédons aux déclarations préliminaires. L'avocat de mes parents s'est levé. Sa présentation était fluide, rodée, conçue pour tirer sur la corde sensible. Il a parlé de sacrifices et de devoirs, de parents qui avaient consacré des années à élever 2 filles, d'attentes raisonnables de gratitude et de réciprocité. Il a présenté mes parents comme blessés et trahis, leur générosité rejetée au visage par une fille ingrate qui refusait d'aider sa sœur en difficulté. Puis Sophie s'est levée, sa déclaration d'ouverture était factuelle et précise. Elle a souligné mes antécédents professionnels, mon indépendance financière et la disparité documentée du soutien parental entre Chloé et moi. Elle l'a présenté non pas comme une histoire larmoyante, mais comme une chronologie de faits qui parlaient d'eux-mêmes. Le témoignage a commencé avec mon père. Il était assis à la barre des témoins, l'air digne et blessé. L'image parfaite d'un parent déçu. L'avocat de mes parents l'a guidé à travers une série de questions sur l'éducation de 2 filles, la satisfaction de nos besoins, l'assurance que nous avions des opportunités de réussir. Avez-vous traité les 2 filles de manière égale, a demandé l'avocat. Nous les avons traitées selon leurs besoins, a répondu mon père. Manon a toujours été très indépendante. Elle n'avait pas besoin d'autant de conseils. Chloé avait besoin de plus de soutien car elle cherchait encore sa voie. Et quand Manon a acheté une maison, quelle a été votre réaction? Nous étions fiers de son accomplissement, mais nous espérions aussi qu'elle reconnaîtrait sa bonne fortune et aiderait sa sœur qui n'a pas eu les mêmes avantages. Sophie s'est levée pour le contre-interrogatoire. Monsieur, vous avez déclaré que Manon n'avait pas besoin d'autant de conseils. N'a-t-elle pas non plus reçu autant de soutien financier? Mon père a bougé sur sa chaise. Nous avons soutenu nos 2 filles de manière appropriée. Avez-vous payé les études supérieures de Manon? Elle a choisi de suivre un IUT. Nous avons proposé d'aider pour les frais universitaires si elle avait postulé. Mais vous avez payé les études de Chloé en école de commerce, frais de scolarité complets, logement et pension. Chloé a fréquenté un établissement sur 4 ans. Oui. Pour 3 inscriptions distinctes puisqu'elle a abandonné 2 fois et s'est réinscrite. Est-ce exact? La mâchoire de mon père s'est crispée. Elle cherchait sa direction. Et chaque fois qu'elle a abandonné, avez-vous reçu un remboursement sur les frais de scolarité que vous aviez payés? Non. Mais ce n'est pas pertinent. Je dirais que c'est très pertinent pour la question de l'égalité de traitement. Combien avez-vous dépensé pour les tentatives d'études de Chloé sur 6 ans? Je n'ai pas les chiffres exacts. Sophie a sorti un document. Selon les dossiers de l'école et vos propres relevés financiers fournis lors de la communication des pièces, environ 120 000 euros. Est-ce exact? Approximativement, oui. Et combien avez-vous contribué aux études de Manon? Le silence s'est étiré assez longtemps pour devenir inconfortable. Finalement, mon père a dit, Manon était financièrement indépendante. Elle n'a pas demandé d'aide parce que vous lui aviez dit de prendre des prêts, n'est-ce pas? Nous l'avons encouragée à être autonome. Avez-vous acheté une voiture à Chloé quand elle a eu 18 ans? Nous lui avons donné un véhicule d'occasion. Oui. Et Manon? Manon a acheté son propre véhicule parce que vous lui avez dit d'économiser pour en avoir un, correct? Mon père n'a pas répondu.
Sophie a laissé le silence planer avant de continuer. Au cours des 5 dernières années, avez-vous payé l'une des factures de carte de crédit de Chloé? Nous l'avons aidée à traverser des périodes difficiles. Combien approximativement? Je ne tiens pas compte de chaque euro dépensé pour mes enfants. Vos relevés bancaires montrent des virements totalisant environ 40 000 euros à Chloé sur 5 ans. Cela semble-t-il exact? Le visage de mon père était devenu rouge. Nous aidons nos filles quand elles en ont besoin. Combien avez-vous viré à Manon durant la même période? Manon a un emploi stable. Elle n'a pas besoin d'aide financière. Donc, pour résumer, vous avez dépensé 120 000 euros pour l'éducation de Chloé, qu'elle n'a pas terminée. Vous avez viré environ 40 000 euros pour couvrir ses dettes et dépenses sur 5 ans. Vous lui avez acheté un véhicule. Pendant ce temps, vous avez contribué 0 € à l'éducation de Manon, 0 € à ses frais de subsistance, et ne lui avez pas acheté de véhicule. Et maintenant vous poursuivez Manon pour une compensation basée sur votre investissement pour l'élever. Est-ce un résumé exact? Vous déformez les faits, a dit mon père. Nous avons élevé nos 2 filles. Nous avons subvenu aux besoins des 2 jusqu'à leurs 18 ans. Oui. Après cela, vous avez substantiellement pourvu aux besoins de l'une tout en disant à l'autre d'être indépendante. Plus de questions. Ma mère a témoigné ensuite. Sa présentation était plus émotionnelle, parlant de l'amour d'une mère et de la douleur de voir ses enfants divisés. Elle a pleuré en décrivant comment j'avais refusé d'aider Chloé, comment j'avais tourné le dos à la famille quand ils avaient le plus besoin de moi. Le contre-interrogatoire de Sophie était tout aussi précis. Elle a fait passer ma mère par chaque cas de traitement différentiel, chaque anniversaire où les cadeaux de Chloé dépassaient de loin les miens, chaque vacances familiales dont j'avais été exclu parce que je travaillais. Avez-vous jamais proposé de contribuer à l'apport de la maison de Manon, a demandé Sophie. Nous supposions qu'elle gérait, a répondu ma mère. Elle a toujours été si capable. Avez-vous proposé de contribuer aux frais de subsistance de Chloé? Chloé avait besoin d'aide. Pourquoi avoir besoin d'aide donne-t-il droit à plus de soutien que quelqu'un qui travaille dur pour éviter d'avoir besoin d'aide? Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille, a dit ma mère, les larmes coulant sur son visage. On aide les gens qui galèrent. Et quand Manon galérait, cumulant 2 emplois, mangeant de la nourriture bon marché, conduisant une voiture peu fiable, où était l'aide familiale à ce moment-là? Ma mère n'avait pas de réponse. Les larmes ont continué, mais j'ai constaté que je ne ressentais rien. Juste une certitude froide et claire que je regardais une performance conçue pour manipuler la sympathie. Puis Chloé a pris la barre. Elle portait sa victimisation comme une armure, décrivant combien sa vie avait été difficile, comment elle avait toujours lutté dans mon ombre, comment nos parents avaient été plus durs avec elle parce que j'avais fixé une norme impossiblement élevée. Manon a clairement fait comprendre qu'elle pensait être meilleure que moi, a dit Chloé. Elle jugeait mes choix, me regardait de haut parce que j'avais besoin d'aide. Quand elle a acheté cette maison, j'ai pensé qu'elle serait peut-être enfin prête à soutenir la famille, mais au lieu de cela, elle me l'a jeté au visage. Que pensiez-vous qu'il se passerait quand Manon a acheté la maison, a demandé l'avocat de mes parents. Je pensais qu'elle me laisserait peut-être rester là-bas pendant que je réglais mes affaires, juste pour un petit moment jusqu'à ce que je trouve un emploi et devienne stable. Mais elle a refusé. Elle a dit des choses horribles sur le fait que je n'avais jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Sur le fait que j'étais irresponsable. Elle m'a humilié devant nos parents. Le contre-interrogatoire de Sophie a été brutal dans sa simplicité. Combien d'emplois avez-vous occupé pendant plus d'1 an? Chloé a hésité. J'ai eu plusieurs postes. S'il vous plaît, répondez à la question. Combien d'emplois avez-vous occupé pendant plus de 12 mois consécutifs? Je ne sais pas exactement. Quelques-uns. Selon votre propre CV fourni dans le dossier, vous avez eu 9 emplois en 6 ans. La plus longue durée était de 8 mois. Est-ce exact? Le visage de Chloé a rougi. Certains emplois ne me convenaient pas. Je cherchais ma voie. Combien payez-vous actuellement de loyer? Je loge chez mes parents en ce moment. Depuis combien de temps? Environ 8 mois. Et avant cela? J'avais un appartement pendant un moment. Pendant 6 mois avant d'être expulsé pour non-paiement de loyer, que vos parents ont ensuite remboursé. Correct? J'ai eu des difficultés financières. Avez-vous déjà payé votre propre loyer de manière constante pendant plus d'1 an? C'est cher de vivre en ville.
Manon arrive à payer son loyer et maintenant son prêt immobilier. Quelle est la différence? Elle est prête à tout sacrifier pour l'argent, a claqué Chloé. Elle n'a pas de vie, pas de joie. Elle travaille juste et économise et juge tout le monde. Avez-vous demandé à Manon si vous pouviez vivre dans sa maison? Mes parents ont suggéré que ce serait un bon arrangement. Avez-vous proposé de payer un loyer au prix du marché? Ils ont suggéré 300 € par mois. Le prêt est de 1500 € plus les charges et autres dépenses. Vous proposiez de payer 20% du coût mensuel tout en occupant 33% de l'espace. Avez-vous considéré cela comme juste? C'est ma sœur. La famille est de la famille. Avez-vous aidé Manon quand elle cumulait 2 emplois et mangeait de la nourriture bon marché pour économiser de l'argent? J'étais à l'école. Manon était aussi à l'école tout en cumulant 2 emplois. Avez-vous proposé de l'aider à réviser, de la couvrir pour qu'elle puisse dormir, de contribuer à son succès? Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je faisais face à mes propres défis. Plus de questions. Puis c'était mon tour. J'ai marché jusqu'à la barre des témoins, ayant l'impression de bouger dans l'eau. Tout était lent et surréaliste. Sophie m'a guidé à travers mon témoignage avec soin, établissant mes antécédents professionnels, mes habitudes d'épargne, ma complète indépendance financière à partir de 18 ans. Tes parents ont-ils déjà proposé d'aider avec tes frais de scolarité, a demandé Sophie. Non, ils m'ont dit de prendre des prêts si j'en avais besoin. Ont-ils proposé d'aider pour une voiture? Non, ils m'ont dit d'économiser et d'en acheter une moi-même. Ont-ils proposé d'aider pour ton apport immobilier? Non, ils ne savaient pas que j'achetais une maison avant que j'ai déjà fait l'offre. Combien d'argent as-tu reçu de tes parents depuis tes 18 ans? J'y ai réfléchi attentivement. Environ 500 € au total. Un chèque de 100 € pour mon 21e anniversaire, un chèque de 100 € pour mon 25e anniversaire, et 300 € sur plusieurs Noël en carte cadeau Carrefour. Et durant cette même période, combien ont-ils donné à ta sœur? D'après les publications sur les réseaux sociaux, les virements bancaires qu'ils ont mentionnés, et les déclarations directes qu'ils ont faites, j'estime environ 160 000 €. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Madame le juge Mercier a levé les yeux de ses notes. C'est une différence substantielle, a dit Sophie. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu étais traité différemment? Plusieurs fois. On m'a dit que Chloé avait besoin de plus d'aide et que j'étais capable de prendre soin de moi-même. Comment cela t'a-t-il fait sentir? Comme si mon travail acharné était puni, comme si galérer et échouer était récompensé tandis que réussir indépendamment était tenu pour acquis. L'avocat de mes parents s'est levé pour le contre-interrogatoire. Sa stratégie était de me peindre comme amer et égoïste, quelqu'un qui comptait les points et refusait de comprendre que les familles ont des besoins différents à différents moments. Aimez-vous votre sœur, a-t-il demandé. Je ne sais plus, ai-je répondu honnêtement. J'aime l'idée d'avoir une sœur, mais la personne que Chloé est devenue, quelqu'un qui attend que tout le monde finance son style de vie tout en ne contribuant à rien, qui voit mon travail acharné comme quelque chose que je fais contre elle plutôt que pour moi-même. Je ne sais pas si j'aime cette personne. C'est très dur. C'est très honnête. Vos parents ont subvenu à vos besoins pendant 18 ans. Ne pensez-vous pas que vous leur devez quelque chose? Ils ont rempli leur obligation légale en tant que parents. Je ne leur dois pas de remboursement pour avoir choisi d'avoir des enfants, même après tout ce qu'ils ont sacrifié pour vous. Qu'ont-ils sacrifié? Soyez spécifique s'il vous plaît. Parce que de là où je suis assise, ils se sont sacrifiés pour Chloé tout en me disant de me sacrifier pour moi-même. Il a essayé plusieurs autres angles, mais j'ai refusé d'être entraîné dans des réponses émotionnelles. Je m'en suis tenu aux faits, aux chronologies, aux disparités de traitement documentés. Quand je suis finalement descendu de la barre des témoins, je me sentais vidé mais l'esprit clair. Valérie a été appelée comme témoin de moralité. Elle a témoigné du fait de travailler à mes côtés pendant 5 ans, de mon dévouement et de mon éthique de travail, des innombrables fois où j'avais mentionné économiser pour une maison et des sacrifices que j'avais faits pour atteindre ce but. A-t-elle déjà mentionné que ses parents l'aidaient, a demandé Sophie. Jamais. Elle parlait d'eux, mais toujours en termes de ce qu'il faisait pour sa sœur. J'ai eu l'impression qu'elle avait renoncé à attendre quoi que ce soit d'eux il y a des années. Denis, mon ancien directeur de supermarché, a témoigné m'avoir employé de 16 à 22 ans. Il a décrit une adolescente qui ne se faisait jamais porter pâle,
qui prenait chaque quart supplémentaire proposé, qui économisait ses chèques de paie avec une détermination ciblée. J'ai proposé de la promouvoir assistante de direction quand elle avait 19 ans. Il a dit, elle a refusé parce que les horaires auraient été en conflit avec ses cours du soir. C'est le genre de personne qu'est Manon. Elle pense à long terme, fait des choix difficiles, ne prend pas de raccourcis. Judith, ma superviseure actuelle, a témoigné de ma performance à l'entrepôt. Elle n'était pas démonstrative. Ce n'était pas son style. Mais son évaluation clinique de mes capacités et de ma fiabilité avait du poids. Manon est la personne que j'appelle quand quelque chose de critique doit être géré correctement. Elle ne cherche pas d'excuses. Elle ne blâme pas les autres. Elle résout les problèmes. C'est rare. Les témoignages ont brossé un tableau clair. Une femme qui avait travaillé sans relâche pendant 13 ans, économisé agressivement et atteint son but par pure détermination. De l'autre côté, le tableau était tout aussi clair. Des parents qui avaient favorisé une fille tout en exigeant l'indépendance de l'autre, tentant maintenant de réclamer rétroactivement une compensation pour des devoirs parentaux de base. Madame le juge Mercier a demandé les conclusions. L'avocat de mes parents a fait un appel émotionnel sur les obligations familiales et les attentes raisonnables que les parents devraient avoir après des décennies de sacrifices. Sophie a contré avec des faits et une chronologie, démontrant hors de tout doute que j'avais acheté ma maison entièrement avec mes propres gains tandis que mes parents avaient fourni substantiellement plus de soutien à ma sœur. Les plaignants revendiquent un contrat tacite, a conclu Sophie. Mais il n'y avait aucun contrat, tacite ou autre. Il n'y avait qu'un modèle de traitement différentiel où une fille recevait tous les avantages tandis qu'on disait à l'autre de se débrouiller seule. Manon s'est débrouillée seule. Elle a réussi par le travail acharné et le sacrifice. Maintenant ses parents veulent punir ce succès en la forçant à subventionner la dépendance continue de sa sœur. Ce tribunal ne devrait pas récompenser cette manipulation. Madame le juge Mercier a pris une brève suspension d'audience. Nous sommes restés assis dans la salle d'audience pendant 30 minutes pendant qu'elle examinait les documents de l'affaire dans son bureau. J'ai compté les dalles du plafond, essayant de ne pas penser à la possibilité de perdre la maison pour laquelle j'avais travaillé 13 ans. Quand la juge est revenue, son expression était illisible. J'ai examiné les témoignages et les documents, a-t-elle commencé. Cette affaire présente des questions sur les obligations familiales, les contrats tacites et la mesure dans laquelle les enfants adultes doivent à leurs parents une compensation pour les frais d'éducation. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Cependant, après mûre réflexion, je ne trouve aucune base légale pour les réclamations des plaignants. La juge a continué, sa voix stable et autoritaire dans la salle d'audience silencieuse. Les plaignants soutiennent qu'ils ont fourni un soutien substantiel durant l'enfance de la défenderesse et méritent donc une compensation ou des droits de propriété. Cependant, fournir les nécessités de base à un enfant mineur est une obligation légale, pas un contrat qui crée une dette future. Ma mère a émis un petit son de protestation. Les yeux de la juge se sont tournés vers elle avant de revenir aux documents. De plus, les preuves présentées démontrent un modèle clair de traitement disparate entre les deux filles. Les plaignants ont fourni environ 160 000 € de soutien à leur fille cadette, Chloé, après qu'elle ait atteint l'âge adulte, tout en fournissant environ 500 € à leur fille aînée, Manon. Durant la même période. Les plaignants ne peuvent prétendre avoir fait des investissements égaux dans les deux enfants quand les preuves financières prouvent le contraire. L'avocat de mon père s'est levé. Votre honneur, l'investissement dans les années d'enfance. Maître, j'ai entendu vos arguments. Les années d'enfance ne sont pas en cause ici. Ce qui est en cause est de savoir si la défenderesse doit à ses parents une compensation ou des droits de propriété basés sur cette enfance. La loi est claire. Elle ne leur doit rien. Les parents choisissent d'avoir des enfants. Les enfants ne choisissent pas de naître. Le devoir va dans un seul sens. Madame le juge Mercier a regardé directement mes parents. Ce qui me trouble le plus dans cette affaire est la motivation apparente. La défenderesse a cumulé 2 emplois dès l'âge de 15 ans. Elle a payé ses études tout en travaillant à temps plein. Elle a économisé agressivement et s'est sacrifiée considérablement pour acheter sa maison. Plutôt que de célébrer cet accomplissement, les plaignants ont intenté un procès quelques semaines après l'achat, cherchant à transférer le bénéfice à la fille cadette, qui a reçu substantiellement plus de soutien parental et a fait preuve de moins de responsabilité financière. Le visage de Chloé était devenu pâle. Ma mère pleurait à nouveau, mais cette fois les larmes semblaient différentes, paniquées plutôt que théâtrales.
Les preuves montrent que la défenderesse a acheté sa maison entièrement avec des fonds qu'elle a gagnés et économisés indépendamment. Il n'y a aucune base légale pour la réclamation de contrat tacite ou de compensation du déplaignant. En outre, je trouve le timing et la motivation de ce procès préoccupants. Il semble conçu non pas pour recouvrer des pertes réelles, mais pour manipuler la défenderesse afin qu'elle soutienne sa sœur adulte indéfiniment. La juge a pris son marteau. L'affaire est rejetée. La défenderesse ne doit rien aux plaignants. De plus, je condamne les plaignants aux dépens. Ils rembourseront les frais d'avocat de la défenderesse et les frais de justice sous 60 jours au titre de l'article 700. Le marteau s'est abattu avec un claquement sec qui a résonné dans la salle d'audience. Je suis resté figé, mon cerveau luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Sophie a touché mon bras doucement. On a gagné. C'est fini. L'avocat de mes parents rassemblait déjà ses papiers, son expression professionnellement neutre, mais ses mouvements tendus par une frustration réprimée. Mon père fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Ma mère continuait de pleurer, mais maintenant elle me regardait avec quelque chose qui aurait pu être du choc ou de la rage. Je ne pouvais pas dire lequel. Chloé s'est levée brusquement et est sortie de la salle d'audience, ses talons claquant sèchement sur le carrelage. Le son a semblé rompre le charme. Les gens ont commencé à bouger, rassemblant leurs affaires, se préparant à partir. Mes parents se sont approchés avec leur avocat traînant derrière. Pendant un instant, j'ai pensé qu'ils pourraient s'excuser, peut-être reconnaître ce qu'ils avaient fait, peut-être montrer une certaine reconnaissance de la façon dont ils avaient essayé de voler la seule chose pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie d'adulte pour l'obtenir. Au lieu de cela, mon père a dit « Tu as détruit cette famille ». Les mots étaient si absurdes que j'ai presque ri. J'ai détruit la famille. Vous m'avez poursuivi en justice pour avoir acheté une maison avec mon propre argent. Tu as refusé d'aider ta sœur, a dit ma mère, essuyant ses larmes avec un mouchoir. Tu as choisi la propriété plutôt que la famille. Je me suis choisi moi-même, ai-je corrigé. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi moi-même. Et vous ne l'avez pas supporté. Nous t'avons élevé mieux que ça, a dit mon père. Vous m'avez élevé pour être indépendante et autonome. C'est exactement ce que je suis. Vous n'avez juste pas aimé quand j'ai réussi sans avoir besoin de vous. Sophie s'est avancée. Cette conversation est terminée. Veuillez adresser toute communication future à mon cabinet. Mes parents sont partis sans un autre mot. Leur avocat a fait une pause assez longue pour tendre une carte de visite à Sophie, probablement pour la coordination du paiement des frais juridiques, puis les a suivis dehors. Je me suis tenu dans la salle d'audience vide, écoutant le silence. Sophie prenait des notes, documentant probablement des détails dont elle aurait besoin pour ses dossiers. Un huissier redressait des chaises. Des activités ordinaires dans un espace où tout mon avenir venait d'être décidé. Ça va, a demandé Sophie, levant les yeux de son bloc-notes. Je ne sais pas encore. Demande-moi demain. Elle a souri. C'est juste. Tu dois savoir. C'était l'un des rejets les plus nets que j'ai vus. La juge n'a pas été impressionnée par le dossier de tes parents. Le fait de te accorder les frais d'avocat. C'est inhabituel. Elle voulait envoyer un message. Quel message? Que les procès manipulateurs ont des conséquences. Tes parents devront payer environ 8 000 € de frais juridiques. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour piquer, et c'est un dossier public. Quiconque cherchera leur nom verra qu'ils ont poursuivi leur fille et ont perdu. Nous sommes sortis ensemble dans l'après-midi lumineux de Lyon. La chaleur a frappé comme un mur physique après la climatisation du tribunal. J'ai plissé les yeux contre la lumière du soleil, fouillant dans mon sac à main pour trouver mes lunettes de soleil. Rentre chez toi, a conseillé Sophie. Prends le reste de la journée. Digère tout ça. Demain, tu pourras commencer à aller de l'avant. J'ai conduit jusqu'à chez moi à travers des rues familières, passant devant l'entrepôt où je travaillais, le supermarché où j'avais passé d'innombrables heures d'adolescence, le campus de l'IUT où j'avais jonglé entre les cours et l'emploi. Chaque repère était un marqueur du voyage qui avait mené à ce moment. Quand je me suis garé dans mon allée, je suis resté dans la voiture un long moment juste à regarder la maison. Ma maison, légalement, indéniablement, définitivement à moi. Personne ne pouvait me la prendre. Aucun procès, aucune manipulation, aucune obligation familiale ne pouvait m'enlever ce que j'avais gagné. Je suis entré et me suis tenu dans le salon,
le même espace où je m'étais tenu le jour du déménagement, ressentant un tel accomplissement. Maintenant, ce sentiment était compliqué par le soulagement, l'épuisement et une sorte de chagrin étrange. J'avais gagné. Mais gagner signifiait accepter que mes parents avaient vraiment essayé de prendre ma maison, que ma sœur avait soutenu leur effort, que la famille dont j'avais espéré qu'elle reconnaîtrait un jour mes réussites avait au lieu de cela essayé de me punir pour elle. Mon téléphone a vibré. Valérie. Comment ça s'est passé? Je l'ai appelée au lieu d'envoyer un SMS. Elle a répondu immédiatement. Raconte-moi tout, a-t-elle exigé. J'ai raconté le procès, les témoignages, le rejet de la juge. Valérie a poussé un cri de joie si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je le savais. Je t'avais dit qu'il n'avait pas de dossier. Mon Dieu, j'aurais aimé voir la tête de tes parents. Ma mère a pleuré pendant la majeure partie. Mon père avait l'air de vouloir casser quelque chose. Chloé est sortie avant même que la juge ait fini de parler. Bien. Il devrait avoir honte. Poursuivre sa propre fille pour avoir acheté une maison? C'est psychotique. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Valérie a proposé d'apporter le dîner, mais j'ai décliné. J'avais besoin de temps seul pour tout assimiler. Après avoir raccroché, j'ai erré dans ma maison, me réappropriant l'espace qui avait failli m'être enlevé. La chambre d'amis où j'avais installé un bureau. La chambre principale avec la salle de bain attenante qui m'avait convaincu lors de la première visite. La cuisine avec ses plans de travail démodés que je prévoyais de remplacer éventuellement quand j'aurais économisé assez d'argent supplémentaire. Le jardin avec sa petite terrasse et ses plantes. À moi. Rien qu'à moi. Au cours des semaines suivantes, la vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Le travail a continué avec ses rythmes habituels d'expédition et de gestion des stocks. J'ai dîné avec Valérie 2 fois, une fois dans un restaurant thaïlandais et une fois chez elle où elle a fait un plat de pâtes élaboré et nous avons bu trop de vin. J'ai remplacé le robinet de la cuisine qui fuyait depuis mon emménagement. J'ai planté des fleurs locales dans le jardin et je les ai regardées lutter brièvement avant de s'adapter à la chaleur. Mes parents ne m'ont pas contacté. Chloé non plus. Le silence était absolu, comme si j'avais été effacé de leur vie au moment où la juge avait rejeté leur affaire. Parfois je me demandais ce qu'ils disaient aux gens à mon sujet. Probablement une version des événements où j'étais la méchante, la fille ingrate qui avait abandonné la famille pour poursuivre des ambitions égoïstes. Puis, 6 semaines après le procès, j'ai reçu un appel de Denis, mon ancien directeur de supermarché. Je ne lui avais pas parlé depuis le procès, bien que nous échangions occasionnellement de brèves politesses quand je le croisais en ville. « Manon, je pensais que tu devrais savoir quelque chose », a-t-il dit après nos salutations. « J'ai croisé ta mère au centre commercial hier. Elle était avec une amie et je les ai entendus parler de toi. » Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle racontait à cette femme comment sa fille ingrate avait poursuivi la famille en justice, causé toutes sortes d'ennuis, refusé d'aider sa sœur en difficulté. Elle a fait croire que c'était toi qui avais intenté le procès. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. Réécrire l'histoire, rejeter le blâme, jouer la victime. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé la voir et je l'ai corrigée. J'ai dit la vérité à son ami, qu'elle et ton père t'avaient poursuivi. Que j'avais témoigné au procès, que la juge avait rejeté l'affaire et les avait obligés à payer tes frais juridiques. Ta mère a essayé d'argumenter, mais j'ai juste répété les faits. Finalement, elle est partie. Merci pour ça. Elle raconte aux gens que tu es mentalement instable, a continué Denis. Que tu as toujours eu des problèmes, qu'ils ont essayé d'aider, mais que tu as refusé le traitement. Je pensais que tu devrais savoir quelle réponse au récit. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, sentant une colère familière s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas suffisant qu'ils aient essayé de prendre ma maison. Maintenant ils essayaient de prendre ma réputation, répandant des mensonges à quiconque voulait bien écouter, se peignant comme des parents inquiets face à une fille troublée plutôt que ce qu'ils étaient réellement, des manipulateurs qui avaient essayé de voler leur enfant par intimidation légale. J'ai appelé Sophie. Peuvent-ils faire ça? Mentir sur moi publiquement? Techniquement, tu pourrais poursuivre pour diffamation si tu peux prouver des dommages. Mais honnêtement, laisse-les parler. Tous ceux qui comptent connaissent déjà la vérité. Le dossier judiciaire est public. Leur procès et son rejet sont des faits documentés.
Laisse-les dire leurs mensonges. Le temps révélera la vérité. Elle avait probablement raison. Mais la colère ne se dissipait pas. J'avais travaillé si dur, sacrifié tant, et maintenant mes parents essayaient de détruire mon caractère parce qu'ils avaient échoué à détruire mon indépendance. Puis, une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message via les réseaux sociaux d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années, une femme nommée Aurélie qui vivait à Toulouse. Nous avions été proches enfants, mais nous nous étions éloignés à l'âge adulte. Et, Manon. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec tes parents et le procès. Je voulais que tu saches que je ne suis pas surprise. Ils ont essayé de faire quelque chose de similaire avec mon frère il y a des années. Il leur a emprunté de l'argent pour une réparation de voiture et ils l'ont tenu au-dessus de sa tête pendant 5 ans, prétendant qu'il leur devait toutes sortes de compensations supplémentaires. Nous avons fini par couper les ponts entièrement. Je suis désolé qu'il t'ait fait subir ça. Tu méritais mieux. J'ai fixé le message. Mes parents avaient déjà fait ça à d'autres membres de la famille. J'ai répondu en demandant plus de détails. Aurélie m'a appelé ce soir-là. C'est leur schéma, a-t-elle expliqué. Ils aident quelqu'un, puis utilisent cette aide comme levier de contrôle. Quand la personne résiste, ils ripostent. Mon frère leur a finalement dit de garder leur argent et à arrêter de prendre leurs appels. Ils ont dit à toute la famille qu'il était instable et ingrat. Ça te rappelle quelque chose? Très familier. Le truc, c'est que la plupart des gens finissent par comprendre. Mes parents l'ont compris. D'autres parents aussi. Tes parents ont brûlé beaucoup de ponts au fil des ans. Il y a une raison pour laquelle nous ne les voyons qu'aux grandes fêtes. Et même là, les gens gardent leur distance. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Aurélie a partagé des histoires sur les dynamiques familiales que j'avais été trop jeune pour comprendre à l'époque. Des cas où mes parents offraient de l'aide pour ensuite exiger un remboursement excessif. Des disputes lors de réunions de famille où ils jouaient la victime tout en étant clairement l'agresseur. Un modèle de manipulation qui remontait à des décennies. Pourquoi personne ne m'a prévenu, ai-je demandé. Nous aurais-tu cru? Tu vivais dedans. Tu devais le voir par toi-même. Aurélie a marqué une pause. Mais maintenant que tu l'as vu, tu remarqueras probablement d'autres personnes les éviter. Fais attention au prochain événement familial. Regarde qui garde les conversations courtes et superficielles. J'ai pensé au Noël de l'année précédente, comment plusieurs parents avaient fait la conversation poliment avec mes parents avant de passer rapidement à d'autres discussions. À l'époque, j'avais supposé qu'ils étaient juste occupés. Maintenant, je me demandais s'ils limitaient stratégiquement l'exposition. Le prochain grand événement familial était le 85e anniversaire de ma grand-mère fin novembre. Il se tenait dans un restaurant à Écully, organisé par ma tante Julie. J'ai failli ne pas y aller, m'attendant à ce que ce soit inconfortable étant donné le procès, mais ma grand-mère avait toujours été gentille avec moi à sa manière distante, et je voulais la voir. Je suis arrivé délibérément en retard, espérant éviter une interaction prolongée avec mes parents. La fête battait déjà son plein quand je suis entré dans la salle à manger privée. Ma grand-mère était assise au bout d'une longue table entourée d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants couvrant 4 générations. Mes parents étaient là, bien sûr, assis près de ma grand-mère avec Chloé à côté d'eux. Quand ils m'ont vu entrer, le visage de ma mère s'est crispé. Mon père a détourné le regard. Chloé m'a fixé avec une hostilité non dissimulée. Je me suis frayé un chemin jusqu'à ma grand-mère, lui donnant une douce étreinte et mes vœux d'anniversaire. Elle a tapoté ma main distraitement, déjà distraite par un arrière-petit-enfant grimpant sur ses genoux. Puis j'ai trouvé un siège à l'autre bout de la table entre Aurélie et un autre cousin nommé Thomas. Courageux de ta part de venir, a murmuré Aurélie. C'est l'anniversaire de ma grand-mère. Je ne les laisserai pas me chasser. Tout au long du dîner, j'ai été hyper consciente de la présence de mes parents. Ils faisaient semblant d'être attentifs à Chloé, riant à ses blagues, l'incluant dans chaque conversation. Le message était clair, vois ce que tu rates en refusant de rentrer dans le rang. Mais j'ai aussi remarqué ce qu'Aurélie avait mentionné. Les autres parents gardaient leurs interactions avec mes parents brèves et superficielles. Mon oncle Marc, qui avait toujours été amical avec mon père, lui parlait à peine. Ma tante Julie était polie mais distante. Même ma grand-mère semblait moins engagée quand ma mère essayait de monopoliser son attention. Après le dîner, pendant que les gens prenaient le café et le gâteau,
ma tante Julie s'est approchée de moi. J'ai entendu parler du procès, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé qu'il t'ait fait subir ça. Ton oncle et moi avons parlé de te contacter, mais nous n'étions pas sûrs si tu voulais l'implication de la famille. C'est fini maintenant. La juge l'a rejeté. Bien. Tes parents ont toujours été. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Difficile. Ils ont de bonnes intentions, mais ils ont du mal à respecter les limites. C'était une façon diplomatique de dire qu'ils étaient manipulateurs et contrôlants. J'ai apprécié le sentiment, même si le langage était adouci. Alors que la fête touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, ma mère m'a coincé près du vestiaire. J'espère que tu es contente, a-t-elle dit, la voix serrée. Tu as retourné toute la famille contre nous. Je n'ai retourné personne contre vous. J'ai juste arrêté de vous laisser me contrôler. Nous essayons de t'aider à comprendre la responsabilité familiale. Vous avez essayé de voler ma maison pour la donner à Chloé. Ce n'est pas de la responsabilité familiale. C'est de l'exploitation. Tout a toujours été si facile pour toi, a continué ma mère comme si je n'avais pas parlé. Tu avais de bonnes notes sans essayer. Tu trouvais des emplois facilement. Tu économisais de l'argent sans lutter. Tu ne comprends pas ce que c'est pour les gens qui ont besoin de plus de soutien. La réécriture de l'histoire était stupéfiante. Facile? Maman, j'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années. J'ai mangé des nouilles pour le dîner afin d'économiser 20 € de plus. Je conduisais une voiture qui tombait tout le temps en panne parce que je ne pouvais rien me permettre de mieux. Rien de tout cela n'était facile. Je n'ai juste pas abandonné quand c'est devenu dur. Tu es tellement dans le jugement, a-t-elle dit. Juste comme toujours, regardant de haut tous ceux qui ne répondent pas à tes normes impossibles. Mes normes sont de travailler pour ce que tu veux et de ne pas attendre des autres qu'ils financent ton style de vie. Ce n'est pas impossible. C'est la base de la vie d'adulte. Mon père est apparu, plaçant une main sur l'épaule de ma mère. On devrait y aller. Ça ne sert à rien de lui parler. Ils sont partis sans dire au revoir à personne, Chloé traînant derrière eux. Les membres de la famille restants les ont regardés partir avec des expressions allant du soulagement à la résignation. Aurélie est venue se tenir à côté de moi. Dans les mois qui ont suivi, la distance entre mes parents et moi est devenue permanente. J'ai entendu par des proches qu'ils continuaient à raconter leur version des événements à qui voulaient bien l'entendre. Mais le dossier judiciaire était public et assez de gens connaissaient la vérité pour que leur récit ait peu d'écho. Chloé a posté des commentaires vagues sur les réseaux sociaux concernant la trahison et la loyauté familiale. J'ai bloqué ses comptes et je suis passé à autre chose. J'ai réalisé que certaines relations ne valaient pas la peine d'être sauvées. Pendant ce temps, ma vie a continué à s'améliorer. J'ai reçu une promotion au travail, une augmentation de salaire qui m'a permis de commencer à économiser pour la rénovation de la cuisine que je voulais. J'ai adopté un chien de refuge, un bâtard de taille moyenne nommé Caramel, qui adorait le jardin et dormait sur mon lit chaque nuit. Valérie et moi avons fait un week-end dans les Calanques, mes premières vacances en 5 ans. La maison est devenue plus qu'une simple réussite. Elle est devenue un foyer. J'ai peint la chambre d'amis en verso chaud. J'ai accroché des photos et des œuvres d'art au mur. J'ai appris à cuisiner des repas compliqués dans ma cuisine, ne subsistant plus grâce à des options bon marché et rapides. J'ai organisé un petit dîner pour Valérie, Judith et quelques autres collègues et j'ai ressenti une véritable fierté à leur montrer l'espace que j'avais créé. De temps en temps, je pensais à mes parents et à ma sœur. Je me demandais s'ils avaient appris quelque chose du procès ou s'ils continuaient leur schéma de complaisance et de manipulation. Je me demandais si Chloé développerait un jour l'indépendance dont elle avait besoin ou si elle passerait sa vie à chercher quelqu'un pour financer son existence. Mais surtout, je me concentrais sur mon propre avenir. J'avais 29 ans maintenant, avec une maison qui m'appartenait, un travail pour lequel j'étais doué, et des amitiés qui me soutenaient. J'avais appris à fixer des limites et à les faire respecter. J'avais appris que la famille n'était pas une excuse pour l'exploitation. J'avais appris que travailler dur et réussir ne me rendait pas égoïste. Cela me rendait capable. Un soir, près d'1 an après le procès, je me suis assise sur ma terrasse arrière avec Caramel enroulé à mes pieds. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rose. Ma maison se tenait solide derrière moi, plus menacée par les procès ou la manipulation familiale. J'avais remboursé le prêt un peu en avance.
La rénovation de la cuisine était prévue pour le printemps prochain. J'ai pensé à la fille que j'avais été à 15 ans, travaillant son premier emploi dans un fast-food et rêvant d'indépendance. Elle serait fière de là où j'avais atterri. Pas juste de la maison ou du travail ou de la stabilité financière, mais de la force de tenir tête aux gens qui essayaient de prendre ce que j'avais gagné. Mes parents ne se sont jamais excusés. Dans les 6 mois suivant le procès, leur relation avec la plupart de la famille élargie s'est encore détériorée. Les proches ont arrêté de les inviter aux événements après qu'ils aient causé une scène au mariage d'un autre cousin, critiquant la dépense et faisant des commentaires acerbes sur les membres de la famille qui refusaient de s'entraider. Mon oncle Marc leur a finalement dit directement que leur modèle de manipulation avait épuisé la patience de tout le monde. Ils ont arrêté d'assister aux réunions de famille après cela, s'isolant effectivement par leur propre comportement. Chloé a emménagé avec un petit ami qui a duré 4 mois avant de réaliser qu'elle attendait de lui qu'il finance tout son style de vie. Après son départ, elle est retournée vivre chez mes parents où elle est restée, cherchant toujours quelqu'un pour la soutenir tout en ne contribuant à rien. Les 3 ont créé leur propre petite bulle de ressentiment, convaincus que le monde était contre eux, ne reconnaissant jamais que leurs problèmes étaient créés par eux-mêmes. Je me tenais sur ma terrasse ce soir-là, regardant le coucher de soleil peindre le ciel, et j'ai réalisé que j'étais exactement là où je devais être. Pas parce que la vengeance avait un goût doux, bien que le rejet de la juge ait apporté une satisfaction féroce, mais parce que j'avais protégé ce que j'avais construit par des années de sacrifice et de détermination. Le procès avait été leur dernière tentative de me prendre quelque chose, et j'avais refusé de les laisser faire. Ce refus m'avait coûté une famille, mais il avait préservé quelque chose de plus important. Mon respect de moi-même, mon indépendance et l'avenir que j'avais travaillé si dur pour créer. Certaines batailles vous choisissent. Et quand elles le font, la seule option est de se battre avec toutes les ressources que vous avez, sachant que gagner signifie non seulement garder ce qui est à vous, mais se prouver à soi-même qu'on est assez fort pour le défendre.